Cette semaine à l'émission Dans notre coin, on déguste la bière La Tête dans les nuages à la brasserie Sir John, en plus de découvrir la spécialité au restaurant Aux Lubies Gourmandes. Également la capsule linguistique, une nouvelle saveur de thé avec Élise et la question bonheur de la semaine. Quel est le plus beau voyage que vous ayez fait jusqu'à maintenant? Bonjour, ici Josiane Binette, bienvenue à Dans notre coin. Quel est le plus beau voyage que vous ayez fait jusqu'à maintenant? C'est la question qu'Andréane Lefebvre a posée à nos 5 collaborateurs. Allons voir ce qu'ils ont répondu. Le plus beau voyage jusqu'à maintenant, c'est dans Argenteuil. Non, sérieusement, j'ai pas voyagé à l'extérieur du pays, je suis pas encore allée dans le sud. Moi, je voyage local. Tu sais, il y a l'achat local, moi, c'est le voyage local. Je pense que j'ai visité tous les petits coins d'Argenteuil. Puis cet été, j'ai commencé à visiter l'est de l'Ontario parce que je travaille là. Puis c'est les nowhere qui sont les plus beaux voyages. Tu sais, quand rendu sur un stop, on flippe un Saint-Saëns pour savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche. Puis qu'on découvre des beaux petits cafés, puis qu'on jase avec des gens, puis qu'on découvre des nouveaux sentiers. Ça fait vraiment partie de mes beaux voyages. Cet été, j'ai rencontré une dame extraordinaire, Marlana. On est juste passé devant son jardin. Elle nous a fait visiter, elle nous a parlé des plantes, de l'église qu'elle avait achetée. C'est les rencontres humaines puis les petits trésors cachés qu'on découvre au fil des voyages Nowhere, qui sont mes plus beaux voyages. J'ai fait le tour de la Gaspésie, ça a été mon plus beau voyage. J'en ai fait des voyages, j'ai été en Europe. Moi, je ne suis pas vraiment une grosse... tu sais, il faut que j'aille dans le sud l'hiver tout le temps, là. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Je déteste ben, je déteste. J'aime moins, mettons, des tout inclus, là. C'est pas mon genre. J'ai fait quelques voyages en Europe. Fait que, mon plus beau voyage de visite, c'est sûr, c'est la Gaspésie. Qu'est-ce que tu veux? C'est de la nature sauvage. Puis moi, c'est ça qui me rend heureux. J'adore la nature sauvage. Puis aussi, bien, c'est sûr que j'ai fait des voyages où j'ai été voir mes amis. C'est sûr que quand je vais voir mes amis qui sont en Europe, bien là, c'est sûr que c'est des beaux voyages parce que c'est mes amis que je vais retrouver. Puis, naturellement, bien, quand j'ai été dans les Alpes l'année passée, j'ai été chez des amis. Puis, en plus, bien, j'ai été marcher dans la montagne. Fait que je peux pas m'en dénigrer. Mon plus beau voyage, c'est définitivement le voyage qu'on a fait en Grèce. On est parti avec des amis. On était dans un hôtel tout compris à Kineta, qui est à peu près à 40 minutes d'Athènes. On a visité les attraits touristiques à Athènes. On a repris le train. On est allé dans la ville de Corinthe. On a visité le canal de Corinthe. Puis ensuite de ça, pendant la semaine, au milieu, on était assis dans le hall de l'hôtel en train de prendre un verre. Puis sur un coup de tête, on a décidé de regarder les billets d'avion pour l'île de Santorini. Puis c'était abordable, donc on a décidé de réserver nos billets. On est allé sur l'île de Santorini, on s'est trouvé un appart là-bas, à flanc de montagne, avec le volcan dans la mer en avant, les bateaux de croisière, puis les zones qui montent les passagers jusqu'en haut de la montagne. C'est définitivement là, le plus beau voyage parce que je compare ça à un safari photo. Parce qu'à chaque fois qu'on avançait dans le paysage, on s'arrêtait pour reprendre des photos parce que c'était tout le temps de plus en plus beau. Fait que ça va rester gravé dans mes souvenirs jusqu'à la fin de mes jours, c'est sûr. Le plus beau voyage, ça, c'est facile. C'était mon premier voyage hors Québec que j'ai fait avec ma douce moitié. C'est une croisière sur la Méditerranée. C'était un voyage merveilleux. Je suis un amoureux de l'art et de l'histoire et j'ai été bien servi. Notre port d'attache, c'était Barcelone. On a eu la chance de visiter plusieurs jours là, l'architecture complètement pétée de Gaudi. Ensuite, on a fait plusieurs villes en Italie.
Florence, c'est une ville tellement merveilleuse, tellement riche. Et que dire de Rome et le Vatican, tout grandiose soit-il. Donc, je souhaite à tout le monde qui est amoureux d'histoire et d'art de faire une croisière sur la Méditerranée. C'est un must à faire dans sa vie, si on peut. Le plus beau voyage que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'ai pas voyagé tant que ça. Je suis allée en Europe une couple de fois, puis tout ça, mais je dirais que, en fait, nous autres, depuis que je suis petite, on va au bord de la mer avec mes parents, avec ma famille. C'est pas bien loin, c'est dans le Maine. Puis on dirait que quand j'y retourne, j'ai l'impression d'arriver à la maison. L'odeur de sel, la mer qu'on entend, puis ça nous fait ça à toute la famille. Puis j'ai recommencé cette tradition-là avec les enfants, puis on arrive là, puis on dirait qu'on est chez nous. Fait que je sais que c'est à côté, puis j'espère faire plein de beaux voyages dans ma vie, partout dans le monde. Mais ça me donne un espèce de feeling de liberté, de paix, J'arrive là, puis tout va bien. Fait que je dirais que ça, c'est... Puis j'étais avec mes enfants, j'étais avec ma famille, fait qu'il y a comme quelque chose de très, très précieux pour moi. Ce serait ça, je pense, mon plus beau voyage, quand on parle d'un voyage à l'extérieur de soi. Rejoignons maintenant Francis qui a découvert la bière La Tête dans les nuages à la brasserie Sir John. Cette semaine à la brasserie Sir John, on est avec Joël Duprat qui va nous parler de la bière La Tête dans les nuages. Bonjour Joël. Salut Francis. Donc, La Tête dans les nuages, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai vu que c'était une DIPA. Qu'est-ce que DIPA veut dire? Ça veut dire une double IPA, dans le fond, une double India Pale Ale. Et qu'est-ce que c'est qu'une double India Pale Ale? Dans le fond, c'est une IPA, mais avec une teneur plus élevée en alcool, aussi simple que ça. C'est juste, normalement, une double IPA va commencer à peu près à 7,8 jusqu'à environ 9. Au-dessus de 9, on va tomber dans une triple IPA. En dessous de 7,8, on va être dans une IPA régulière. Puis en bas de 5,5 environ, on va être dans une APA, une American Pale Ale, qu'on pourrait dire. Ou une session IPA. Voilà. Comment on fait une double IPA comparativement à une IPA normale? En fait, le processus est le même. La seule différence, c'est tout simplement qu'on va ajouter plus de grains à la base. Donc, à l'empâtage, on va ajouter peut-être un 30 plus de grains au départ et qui va nous permettre d'extraire plus de sucre. Plus il y a de sucre qui est extrait du grain, plus on va fermenter longtemps et plus il va y avoir d'extraction d'alcool, dans le fond, plus ça va créer d'alcool au bout du compte. Donc, à la base, c'est tout simplement ça. Ça peut être un petit peu plus long à fermenter parce qu'il y a un peu plus d'alcool. Puis c'est un petit peu plus long à bouillir. On peut bouillir un peu plus longtemps aussi. C'est une autre technique. Là. On peut bouillir plus longtemps qui va ajouter plus de sucre. On va enlever de l'eau, dans le fond. Plus on bouille, plus on évapore l'eau. Donc, il y a plus de sucre qui est concentré, qui nous permet de fermenter plus d'alcool au bout du compte. D'accord. Et parle-moi un peu de La Tête dans les nuages. D'abord, le nom. D'où est venu le nom? Ben, ça vient peut-être du fait que si tu en bois quelques-unes, ben, tu vas avoir la tête dans les nuages. En effet, oui. Ça, je pense. Puis ça paraît pas quand on boit ces bières-là. Elles sont tellement houblonnées que ça camoufle très bien le goût de l'alcool. C'est toujours un goût un peu plus fruité qu'autre chose. Donc, on goûte un petit peu le malt, on goûte un petit peu l'avoine parce que cette bière-là contient quand même beaucoup d'avoine aussi. La plupart de nos IPA contiennent beaucoup d'avoine. Ça nous permet d'avoir une belle texture, un beau mouthfeel. C'est ce qu'on recherche dans les types de bières qu'on fait. Là. Et un taux d'alcool de combien pour celle-là? 8,2 dans La Tête dans les nuages. Ouais. Quand même. Ouais. Une bière comme ça, une double IPA, est-ce qu'on peut faire des accords avec des mets? Oui, je pense que c'est bon avec la plupart des grillades. Là. On fait un barbecue, une IPA, c'est super pour ça. Là. Des mets épicés aussi, ça va bien avec les mets épicés, je te dirais. Ouais. Parfait. Donc, on va peut-être procéder avec la dégustation? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, à la santé. À ta santé. Merci. Cheers. On sent déjà qu'elle est beaucoup plus forte que les bières IPA. C'est quel type de houblon que vous avez utilisé pour celle-là? Celle-ci, on utilise du Citra, qui est comme notre houblon fétiche. On l'utilise dans presque toutes nos recettes. Et du Simcoe. Deux houblons qui viennent de l'Ouest américain, du Nord-Ouest américain. La plupart des houblons américains viennent
la région en Oregon, dans le fond. C'est dans la Yakima Valley qu'on appelle. C'est là que les plus grandes récoltes de houblon, dont les plus importants, je dirais, pour faire des types de bières comme qu'on fait, les IPA, comme le Citra, le Simcoe, les nouveaux comme le Sabro, tous les nouveaux houblons très aromatiques viennent surtout de cet endroit-là, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est les trois endroits où est-ce qu'on retrouve le plus de ces houblons très recherchés pour faire des IPA comme qu'on fait, là. D'accord. Bien, merci beaucoup, Joël. Ça me fait plaisir. Et je rappelle à tout le monde à la maison, donc chez Sir John, les bières varient d'une semaine à l'autre. Donc, avant de vous présenter chez Sir John pour savoir si oui ou non ils ont la bière que vous voulez avoir, consultez le site web ou appelez directement à la brasserie pour connaître les détails. Si vous êtes fan des mets asiatiques, découvrez avec nous la spécialité du restaurant Au Luby Gourmande, le poulet Général Tao avec rouleau de printemps. Bienvenue aux chroniques gastronomiques d'Argenteuil. Aujourd'hui, nous visitons le restaurant Au Luby Gourmande. Je suis présentement avec la propriétaire des Luby Gourmands, Au Luby Gourmande, Madame Luciane Pilote. Alors bonjour, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Bienvenue chez nous, ça fait plaisir. Je suis très gâtée aujourd'hui parce que j'ai vraiment hâte de goûter à ce que vous faites. Pour commencer, je voudrais savoir, c'est quoi le concept de votre restaurant? Ben moi, c'est un resto avec une épicerie fine, une épicerie de campagne. Fait que j'utilise beaucoup mes produits que j'ai en épicerie dans mes recettes. On essaie de faire de la bouffe maison. On n'essaie pas, on fait de la bouffe maison. On se donne bien du trouble. On cuisine comme autrefois avec des vrais bouillons. On fait nos mayonnaises, nos sauces. Et on y va beaucoup du côté santé, le plus possible. Ah ben ça va être bon. Fait que ça veut dire qu'on va retrouver un petit goût de nos grands-parents, puis tout ça, là, c'est des recettes familiales sûrement? Oui, autant du traditionnel, puis j'ai de l'international aussi. On fait de tout. Sinon, vos spécialités que vous avez ici à votre restaurant, qu'est-ce que c'est? Bien, on fait beaucoup de salade du marché qu'on appelle avec les produits qui sont présents là, dans les... de saison. De saison. Puis, je fais des sandwichs aussi, des wraps. J'ai toujours aussi un Buddha Bowl ou un Pokéball, qui est un bol avec féculents. Moi, je change toujours mon féculent, ma légumineuse, des légumes, des fruits, avocat, puis une protéine. Ça, c'est très bon. À tous les jours, j'en ai un différent. Et puis, le vendredi, je travaille avec moi, qui est une Cambodgienne, fait qu'elle nous fait des mets asiatiques. C'est ce que tu vas manger aujourd'hui. Oh, un mets asiatique. Oui. À tous les vendredis, on fait du poulet Général Tao, poulet ou tofu Tao. Et on fait une autre spécialité là, qui sont comme des sushis, des nouilles Singapour. Fait que ça, c'est des mets pour apporter. Je le sers aussi en salle. Mais cette année, on va forcer beaucoup pour l'apporter. Comme ma salle diminue de jour en jour, on ne sait pas où on s'en va. Ça fait que on essaie de forcer là, la vente. Ça fonctionne très bien aussi. C'est souvent sur réservation que je demande aux gens de nous appeler quelques jours avant ou envoyer un courriel. Alors, on va passer à la dégustation si c'est prêt, hein, bien sûr. Ça sent bien, ça sera pas bien long. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Bien, ça, c'est la spécialité à mai qui nous cuisine ça. On en vend beaucoup. C'est le Général Tao. Ce sont des morceaux de poitrine de poulet panés et avec une sauce un peu aigre-douce. OK. Mais juste la bonne touch. Tu vas voir, il est vraiment excellent, son Tao. Et comme entrée, vous avez les petits rouleaux de printemps aux légumes aujourd'hui. On en fait aussi au porc, aux crevettes et au poulet épicé un petit peu. Ça, c'est, j'en vends chaud le vendredi, mais les rouleaux, vous pouvez en retrouver congelés, ainsi que le poulet Général Tao aussi. Tu peux dans la boutique? Dans mon congélateur, dans la boutique. Ah, mais je vais sans plus tarder goûter parce que j'ai vraiment, l'odeur est vraiment bonne. Je vais goûter à l'instant.
C'est vraiment très, très bon. Je reprends une dernière bouchée, OK? Elle fait des très bons sushis aussi au niveau du roulage. Là, elle est très bonne. Je vais goûter le Général Tao sans plus tarder. On a le pâté au saumon aussi que les gens aiment beaucoup, là, que j'ai toujours de congelé aussi, pâté au poulet, des quiches. Vraiment très bon. Panure très légère. Ouais. Morceau de poulet. C'est pas... Graines de sésame. Ça tombe pas sur le cœur, tu sais, c'est pas trop sucré. C'est bon. On fait le mélange de la panure maison aussi. Avec, On sent que c'est maison, là. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir votre petit paradis. Là, je sais que tu n'as plus de place, mais j'ai un dessert. Oh oui! Ben oui! Mais maudit, je suis donc bien chanceux. Attendez. On a des desserts maison ici. On a le gâteau aux carottes qui est excellent, gâteau mousse au chocolat. On a brownies, carré aux dattes. Je fais des tartes aussi, des fois avec mes catherinettes, avec mes petits fruits que j'ai. Mais ce qui est très populaire de Votre grand vendeur. Mon grand vendeur en boutique, c'est les tartes de la sucrerie d'Argenteuil. Alors aujourd'hui, je t'ai amené la tarte Ah, ben là, je suis au gâté. sucre avec beurre d'érable. Ça fond dans la bouche. Vraiment très bon. Bien, je vous remercie de nous avoir fait découvrir plein de produits, autant à vous que des gens d'Argenteuil comme la tarte. C'est excellent. Ben, je vous remercie de m'avoir fait Tu viendras découvrir. nous voir, voisin? Ben oui, comme je suis le voisin à quelques maisons d'ici, c'est sûr que je vais revenir. Et maintenant, découvrons ensemble une nouvelle saveur de thé avec Maryse Deneau et Élise de Sèvres. Rebonjour tout le monde, me voici aujourd'hui en compagnie toujours de notre chère Maryse Deneau, sommelière en thé et propriétaire des thés d'Argenteuil. Maryse, tu nous fais voyager déjà depuis quelques semaines. Tu nous amènes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous amène en Afrique. Oh, en Afrique pour du thé, OK. Particulièrement au Malawi. Alors, OK. aujourd'hui, c'est un thé vert du Malawi. On l'appelle l'émeraude du Malawi. Parce que le vert, il est tellement beau. Regarde ça ici, là. Regarde ça, comment qu'il le vert. Ça me fait penser à un bijou, hein? Un petit bijou. Oui. Ben oui, d'où le nom émeraude. Exactement. La mouture, elle est fine. Ben oui, c'est moulu. Ça doit goûter encore plus, j'imagine. Oui, ça goûte vraiment plus. Super. Et là, on en a un autre à côté. Est-ce que c'est dans le même coin? Oui, bien en fait, c'est toujours en Afrique, mais là, on se dirige vers le Kenya. Ah. Alors, le Kenya ici, c'est un thé qui est noir, qu'on appelle, et on voit justement que le grain est différent. Il n'est pas aussi fin que celui-là. Non, en effet. Celui-là, j'ai hâte que tu y goûtes parce qu'il est vraiment moelleux. Oh, wow! Bon. Bien, on va se servir. Je vais... Parfait. Je vais faire celui-là, tu peux faire l'autre en attendant. Alors, on est prête à goûter. Je regarde le thé vert, il n'est pas très vert, hein? Il est beaucoup plus... plus pâle que ceux d'auparavant. Oui, vraiment. J'ai hâte de voir s'il goûte moins. Ah, c'est à découvrir. Ah non, quand même. Quelle est ton idée? Ça goûte le thé vert, comme d'habitude. Un goût frais? Oui. Végétal? Oui, mais pas tant amer, je trouve. Je m'attendais à ce qu'il soit plus amer du fait qu'il était moulu, puis que ça goûte plus, mais non, il est très... il est doux. Oui, doux et tonique à la fois. Alors, pour commencer une bonne journée le matin, c'est un petit bijou. Un petit bijou, ben oui, émeraude. J'adore. C'est ma pierre de naissance, ça me semble. Faudrait que je demande à ma mère. OK, alors on a le thé noir maintenant. Oui, alors le thé noir du Kenya. Oui, qui a une robe bronze, un peu comme l'autre qu'on a vu déjà. Oui, exactement, bronze. Alors, on va y goûter. Ben oui, on est là pour ça. Ah, je comprends ce que tu voulais dire par moelleux. Il est comme somptueux. Oui, il est rond en bouche. C'est ça, oui. Oui, j'aime ça. Est-ce que
tu décèles une petite note de muscade? Oui! Oh my God! Je comprends pourquoi tu es sommelière. Moi, j'aurais pas pensé à dire ça, mais là, tu me le dis, puis je le goûte. Tu as vraiment... oui, c'est vrai, une petite note de muscade. Ça, c'est un thé à prendre en fin de journée ou après le souper. Alors, il n'est pas trop fort et en même temps, il aide à la digestion. OK. Maryse, en général, comment on fait pour pas qu'un thé soit trop amer? C'est quoi qui fait qu'un thé est plus amer qu'un autre? Ça va y aller avec justement la différentes sortes de thé, mais en général, c'est le temps d'infusion. Alors, si le temps d'infusion est trop allongé, l'amertume va être... Ah, j'ai tendance à l'oublier. Moi, je fais infuser mon thé, puis après ça, je l'oublie. Ça doit être pour ça qu'il est amer. Je vais t'écouter la prochaine fois. Je vais me mettre une minuterie. On revient au pays la semaine prochaine? Oui, oui. J'ai bien hâte de voir ça. À la semaine prochaine. On rejoint maintenant André Coupal pour la capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Aujourd'hui, je vous parle du bonhomme 7 heures. Il y a beaucoup d'hypothèses qui existent sur le bonhomme 7 heures. La première hypothèse, et celle qui est la plus courante, si on veut, c'est que dans chaque village, il y avait un ramancheur. Un ramancheur, quelqu'un qui vous savez, quand on est blessé, on a une dislocation de l'épaule, tout ça, le ramancheur nous replaçait ça. Un ramancheur, en anglais, ça s'appelle un bone setter, quelqu'un qui replace les os. Et évidemment, quand quelqu'un allait chez le bone setter, que les francophones comprenaient comme bonhomme 7 heures, c'est devenu bonhomme 7 heures, bien évidemment, les gens lâchaient des cris parce que ça faisait mal. Et pour faire peur aux enfants, on leur disait, bien, je vais t'amener chez le bonhomme 7 heures. Ou on leur disait, il faut rentrer parce que sinon, le bonhomme 7 heures va se promener puis il va te ramasser, tout ça. Donc, ça, c'était l'explication la plus probable. La deuxième hypothèse, c'est que ce terme soit dérivé des bonhommes de la nuit et couche 8 heures. C'est-à-dire que sont présents dans certains parlers en France et bonhomme 7 heures serait alors l'homme responsable d'éteindre l'éclairage des rues le soir venu. Selon Lionel Boisvert, qui a écrit Le Trésor de la langue française informatisé, on mentionne le bonhomme 7 heures du Grand Dictionnaire terminologique. On trouverait des formes voisines de ce nom en breton, bonhomme basse-heure et bonhomme basse-hour. Je préfère le bone setter, mais enfin, il y a une troisième hypothèse aussi qui serait liée au nom bomb setter. Bomb setter. Cette personne qui devait allumer les bombes ou les lampadaires qui fonctionnaient au gaz ou à l'huile autour des années 1890 dans les rues de Montréal. Cette personne-là devait le faire avant 7 heures, puis le mot serait déformé, serait devenu bonhomme 7 heures. Cette légende-là, évidemment, ça nous a créé un personnage qui fait peur et qu'on utilise pour faire peur aux enfants. À brûle-pourpoint. L'expression « à brûle-pourpoint » qui veut dire sans préparation, brusquement, sur le coup, sèchement, rapidement. Cette expression, étonnamment, vient du jargon militaire. Le pourpoint, d'abord, je vais vous montrer, ça s'écrit comme ça, à brûle-pourpoint. Ça s'écrit tout d'un mot, un pourpoint. Et un pourpoint, c'est un vêtement militaire qui partait de la taille aux épaules. Je ne sais pas si on peut voir, j'ai une petite photo ici où on voit le pourpoint. Alors, à brûle-pourpoint, ça date du 17e siècle. Et à cette époque-là, quand on tirait sur une personne, on tirait souvent à bout portant et la personne se faisait surprendre, ça arrivait tout d'un coup. Donc, on brûlait le pourpoint
parce que les pistolets, à cette époque-là, avec la poudre, ça brûlait le pourpoint. Fait qu'on disait « elle brûle pourpoint » parce que ça, c'était... On avait dégainé, on avait tiré sur quelqu'un rapidement, par surprise. On avait brûlé son pourpoint. Donc, cette expression, « elle brûle pourpoint », qu'on utilise encore aujourd'hui pour dire quelque chose qui arrive de façon inattendue, soudainement. C'est arrivé à brûle-pourpoint. Il a dit ça à brûle-pourpoint. Voilà, ça vient de ce vêtement qu'on appelait le pourpoint et qui était brûlé par un pistolet quand on faisait feu sur le militaire. C'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Dans notre coin.